L'EASA vient de sortir sa propose le 1er octobre pour les nouvelles réglementations du temps de vol pour équipage, ce qui implique les pilotes et les agents de cabine. Si vous suivez un peu les activités de l'APL, vous remarquez que depuis un bon nombre d'années déjà, c'est une thématique qui revient, qui est récurrente, et ensemble avec nos partenaires européens, la European Cockpit Association, qui regroupe en fait toutes les associations nationales, nous nous battons contre les proposes qui donc maintenant sont sur la table de façon plus ou moins finale. Donc, on a juste, donc vous savez qu'en ce moment encore au Luxembourg, nous avons un règlement grand ducal qui date de 1995. Et donc la nouvelle réglementation qui devrait donc, si jamais elle est acceptée par le Parlement, devrait entrer en vigueur d'ici 18 mois. Ça dépendra encore de certains processus européens. La différence entre cette nouvelle proposition et la proposition qui est entrée en vigueur il y a 2 ans, c'était le AWOPS Super Q, si je me rappelle bien. En fait, la proposition qui est entrée en vigueur il y a 2 ans, les États pouvaient garder leur propre réglementation si elle était jugée meilleure que la proposition européenne. Maintenant, avec la nouvelle proposition, elle nivellera la réglementation dans toute l'Europe. Inutile de vous dire que, selon notre opinion, elle la nivellera vers le bas, mais nous allons y revenir tout de suite. Donc, oui, cette réglementation, si va abolir la réglementation luxembourgeoise, et normalement, les États membres de l'Union européenne ne pourront pas garder leur législation en place. Bon, pour les compagnies des différentes nations, certainement, si jamais elles ont la chance d'avoir un contrat collectif, pourront garder bien sûr encore, point de vue compagnie, la législation ou comment on appelle ça, enfin les textes qui sont dans le contrat collectif. Bon, vous voyez, chez Cargolux, ça peut aller très vite. Donc c'est nullement une garantie. Donc, on a juste essayé de prendre un exemple. Il y a effectivement dans la réglementation, il y a 2-3 petits points qui s'améliorent, qui clarifient les choses aussi au Luxembourg. Mais en général, il y a des grands points où, en général, c'est une régulation vers le bas. On va juste essayer de vite prendre un exemple, si vous voulez, en disant un avion Cargolux ou autre va voler de Calcutta vers Luxembourg. Voilà, donc c'est une durée de vol de plus ou moins 10 heures. Donc le block time, c'est 9h40 plus ou moins, ça veut dire c'est du moment où l'avion roule jusqu'au moment où l'avion est au parking à Luxembourg. L'équipage devrait être là 1 heure avant, donc ça va être une journée de 10h à 10h40 plus ou moins. L'équipage, comme normalement ces vols-là sont faits ou partent la nuit en Asie, donc elle va partir à minuit, elle va donc atterrir, ou elle va commencer le travail à minuit, et elle va atterrir vers donc 10h, 10h30, 10h. Avec la réglementation luxembourgeoise, ce vol, par exemple, ne peut pas se faire avec seulement 2 pilotes. Donc la réglementation dit clairement que si on commence à travailler la nuit, ou travaillant la nuit, on ne peut pas rester dans le cockpit plus de 9 heures d'affilée. Donc, est-ce qu'une compagnie comme Cargolux ferait? Elle mettrait un 3e pilote. Pourquoi un 3e pilote? Parce que vous avez dans ces avions-là des facilités de repos, donc on appelle ça un bunk. Donc c'est comme une petite chambre d'hôtel, très petite avec un lit où l'équipage peut se reposer, et selon la réglementation, donc
avoir 3 pilotes, comme il devra toujours y en avoir 2 au cockpit. Ils vont faire une rotation, donc chaque pilote aura plus ou moins entre 2h30 et 3 heures de repos et à ce moment-là de sommeil. Normalement, cette rotation est arrangée de la façon telle que le pilote qui va atterrir à Luxembourg sera celui qui aura eu le dernier repos, donc qui sera le plus reposé. Donc avec la nouvelle réglementation européenne, on pourra faire cela avec 2 pilotes. Le problème, c'est que les 2 pilotes devront rester aux commandes, donc il n'y aura pas la possibilité pour un des pilotes d'avoir un repos. Et donc les 2 pilotes seront au cockpit toute la nuit et vont après atterrir à Luxembourg après avoir passé la nuit en vol sans moyen de repos. C'est un des grands problèmes que la nouvelle réglementation a. La question que nous nous posons, est-ce que c'est un niveau de sécurité acceptable ou est-ce que c'est une réduction dans les marges de sécurité? Il y a encore d'autres réductions dans les marges de sécurité, on voulait juste vous donner, vous trouverez plus de détails dans les documents qu'on vous a donnés. On voulait juste, comment dire, vous montrer un peu vraiment là où ça coince le plus. On va vous montrer quelque chose, c'est assez technique en fait. On va essayer de vous expliquer comment est-ce que la fatigue, comment est-ce que nous la calculons, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, aujourd'hui déjà, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui utilisent des programmes informatiques pour modeler la fatigue. Il y en a certains, il y a Clockwork qui travaille avec EasyJet et il travaille aussi avec Luxair. Il y en a d'autres, nous avons pris le programme SAFE qui vient d'une compagnie qui s'appelle Kinetic, qui est une compagnie en fait qui a été privatisée mais qui en fait est l'ancien département de recherche des forces armées anglaises. Et donc nous avons pris ce programme-là qui est disponible sur Internet. Si vous allez voir Kinetic et SAFE, vous trouverez certainement des informations sur Internet. Et donc ce qu'il fait, c'est que ce programme, on peut lui entrer la date du vol, le temps de commencement du vol, la destination, le départ, la destination. Et en fonction de toutes ces données-là, donc vous voyez ici le vol qui commence vers minuit et qui arrive à Luxembourg tôt le matin. Il va calculer sur différentes normes scientifiques qui ont été établies dans la recherche du sommeil et de la performance humaine. Va calculer une prédiction, donc ce n'est pas une science exacte, c'est une prédiction théorique du niveau de capacité de l'équipage. Donc il y a, pour ceux qui s'intéressent, il y a différents moyens, il y a une échelle Sampirelli, il y a une Karoskansky, puis une scale, c'est tous des méthodes acceptées scientifiques pour un peu prédire ou essayer de prédire quel serait le niveau d'alerte d'un équipage qui a fait ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Normalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est normalement un être humain qui est après une bonne nuit de sommeil, on parle du principe qu'il va faire des erreurs 6% du temps quand il fait quelque chose. Ce qui veut dire, c'est comme dans toute la vie, que vous levez le matin, vous faites du café, vous oubliez un truc. En fait, c'est ça, c'est très. Dans la vie courante, c'est très anodin. Et la question après, c'est est-ce qu'il va faire l'erreur? On parle de principe, est-ce qu'il va faire l'erreur? Est-ce qu'il va rattraper l'erreur? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a 2 dans le cockpit, donc il y en a double chance de rattraper les erreurs. Et puis pour les pilotes, bien sûr, ce qui les intéresse plus, c'est le décollage et les atterrissages qui sont faits. L'atterrissage, bien sûr, souvent à la fin d'une longue journée de travail et qui demande aussi un maximum de concentration.
Donc, c'est juste, on va vite y passer, avec la réglementation luxembourgeoise, le vol de Calcutta à Luxembourg, on passe à un équivalent on s'appelle ça missed response, donc c'est les erreurs qui ne rattrapent pas, des erreurs qu'il fait et qu'il ne voit pas tout de suite, c'est-à-dire que 31% des erreurs qu'il fait, il ne les remarque pas, donc ils sont soit rattrapés par l'avion avec les systèmes automatiques, soit par le collègue, et puis ils sont corrigés. Avec la nouvelle réglementation européenne, comme il n'y a plus de troisième pilote, comme il n'y a plus la possibilité des pilotes d'avoir une certaine période de repos avant l'atterrissage, ça passe à 44% des erreurs qui ne sont pas, que l'équipage n'arrive pas à rattraper. C'est en somme, souvent des erreurs anonymes que vous ne remarquerez pas, mais c'est juste pour vous donner une impression. Donc, en fait, dans ce cas précis, on voit que les erreurs, que le potentiel d'erreur en fait passe de 33 à 50% des erreurs qui ne sont plus rattrapées, qui ne peuvent pas être rattrapées par l'équipage. Donc, en cas de problème, bien sûr, vous remarquez que les pilotes sont là pour identifier aussi vite que possible le problème et y remédier. Maintenant, si leur temps de réponse ou leur capacité d'interpréter ou de percevoir les erreurs est réduite due à la fatigue, ceci pourrait avoir des conséquences assez sérieuses pour la sécurité aérienne et pour la sécurité des passagers aussi. Oui, voilà, ça tient pour sur le même vol, on a essayé de voir, ça c'est une complex reaction time, maintenant c'est une valeur qui est basée sur le temps de réaction, et on voit que le temps de réaction, après, donc s'il atterrit à Luxembourg vers 9h, après une journée, après avoir commencé le vol à minuit, il va avoir une dégradation de réaction d'environ 65%, avec les nouvelles réglementations, nouveau ça va être en fait dégradé par 120% plus ou moins. C'est tout à fait, c'est très scientifique, c'est basé sur des modèles, c'est une modélisation scientifique, donc c'est un peu, j'admets que c'est un peu, comment dire, c'est théorique, mais ça, dans ce moment c'est un des seuls moyens que nous avons pour vraiment prédire la fatigue après un certain nombre de vols. Et d'ailleurs, c'est des programmes qui sont utilisés journalièrement par un bon nombre de compagnies aériennes. Voilà, donc on voit que sur des vols comme ça, avec la réglementation européenne, il y a des problèmes. Le temps de réaction des pilotes, par exemple, sur ce vol, serait réduit de moitié. Le problème, c'est que nous avons dans l'être humain, il est conditionné d'une certaine façon. On appelle ça souvent notre horloge intérieure. Donc il y a ce window of circadian law. En fait, c'est une phase qui se trouve pour tous les êtres humains d'ailleurs aux environs de 2 heures de la nuit jusqu'à 6 heures du matin. C'est la phase où l'organisme est au plus bas de sa performance et où donc l'être humain a la plus grande difficulté à faire son travail, à réagir adéquatement. Et donc, voilà. Et en fait, le problème, c'est que les scientifiques aimeraient bien on trouve que dans la nouvelle réglementation, on ne tient pas compte assez de ce facteur-là. D'ailleurs, les scientifiques ont dit on aimerait que les vols de nuit ne doivent pas aller au-delà de 10 heures de travail
alors que maintenant la nouvelle réglementation EASA propose 11 heures. Et là vous voyez un autre slide juste pour votre information, c'est que la plupart des accidents, bien sûr, vont se passer durant la descente, l'approche et l'atterrissage, donc 50% des accidents. Et bien sûr, sur un vol long courrier qui traverse des zones de Calcutta, par exemple, le Luxembourg, où l'atterrissage se fera au petit matin, bien sûr, ça pourrait dramatiser encore le fait que les pilotes n'aient pas la possibilité ou doivent faire des journées de travail ou des amplitudes de travail assez élevées la nuit. Donc, nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, vous savez, le problème, c'est que toujours, la première argumentation que vous allez entendre, ça va toujours être les pilotes, oui, non, ils ne veulent pas travailler autant, donc ils vont essayer de garder la sécurité aérienne pour avoir des avantages sociaux, disons-le comme ça. Nous avons depuis le début, et là, et aussi au niveau européen, nous avons tout de suite dit que nous essayons de faire notre mieux, de ne pas, comment dire, de pas laisser faire l'amalgame là-dessus. Nous avons dit, quand les hasards, quand les politiciens nous demandent, mais alors c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous pensez serait le maximum que vous devriez travailler la nuit ou après? Et en fait, nous, on a toujours dit, on ne veut pas juger sur ça, parce qu'on ne veut pas se faire le reproche qu'on essaie, on essaie d'utiliser ça à nos propres fins. Nous avons dit, nous allons accepter toute réglementation qui va tenir compte des évidences scientifiques qu'il y a sur le sujet. Et donc, ce que nous avons fait, l'EASA a fait en 2008, elle a contracté une étude Möbius, qui d'ailleurs, sur les mêmes points, a clairement dit que la réglementation était inadéquate. À ce moment-là, cette étude a été enfouie dans un tiroir, on n'a plus jamais entendu parler. Maintenant, en 2011, l'EASA, en préparant cette réglementation, a demandé à 3 scientifiques il leur a demandé l'opinion sur un certain nombre de projets qu'ils avaient dans la loi. Et de nouveau, et nous savons ça des scientifiques eux-mêmes, les avis des scientifiques ont de nouveau pas été retenus. Bon, on pourrait dire que c'est peut-être à cause de la lobby des compagnies aériennes, mais pas à nous de juger. Donc, ce qui a clairement, ce que tous les scientifiques disent et que toutes les études scientifiques démontrent, c'est que le maximum de durée de travail de vol pour 2 pilotes la nuit, c'est 10 heures. Maintenant, c'est ce que la réglementation luxembourgeoise, en fait, actuelle, a rempli. Mais maintenant, l'EASA se dit non, on va quand même aller jusqu'à 11 heures. Il faut savoir que 11 heures, c'est déjà 1 heure de plus que le maximum que recommande la science. Et d'un autre côté, sur ces 11 heures, si vous avez des problèmes, des irrégularités ponctuelles, la loi vous permet aussi encore d'aller au-delà jusqu'à 2 heures. Donc, en fait, vous pourriez, parce que si vous avez des retards, un petit problème technique, la compagnie va vous dire oui, mais la loi te permet quand même de faire pas 11 heures, mais tu peux faire aller jusqu'à 13 heures. Donc, tu as le temps de revenir, donc tu peux quand même ramener l'avion. Et donc, avec ça, ça commence encore, ça montre que les problèmes risquent encore de s'accentuer à cause de toutes les dérogations, les exceptions dans la loi pour des raisons diverses que la compagnie peut utiliser pour encore élargir le temps de vol et le temps de travail. Un autre exemple des exemples qui nous prêtent souci, c'est la permanence, donc le stand-by. Donc il y a le airport stand-by, ça veut dire que c'est un équipage ou un membre d'équipage qui est de réserve ou de permanence
doit arriver une certaine heure à l'aéroport, et il va rester à l'aéroport si jamais on a besoin de lui. On va l'appeler si on n'a pas besoin de lui après le temps qu'il aura passé pour rentrer. Maintenant, s'il est... donc, c'est normalement des gens qui sont appelés quand il y a quelqu'un qui se reporte malade, s'il y a des problèmes avec des retards d'avion ou ils doivent changer d'équipage. Donc, si on dit que, dans ce qui est normal, normalement, une permanence à l'aéroport peut commencer à 5 h du matin afin de couvrir les vols tôt du matin. Et maintenant, disons que le membre d'équipage, on va l'appeler parce qu'il est à l'aéroport à 2 h de l'après-midi pour faire un vol qui part à 15 h. Donc il se sera levé, je suppose, à 3 h, 3 h 30, et il sera arrivé à l'aéroport à 5 h. Maintenant, à 2 h, il pourra commencer à faire un vol. Et le vol va retourner à 23 h, ce qui est normal ici au Luxembourg pour un vol qui part vers midi, les vols nucléaires. Donc, il sera réveillé pendant environ 22 h. Et donc, il aura, lors de son dernier atterrissage de nouveau à Luxembourg, il aura un taux assez élevé, ou disons même inacceptable de misresponse. Donc, son niveau d'alerte et son niveau de réaction face à des situations complexes sera inacceptablement bas. Et là, donc, c'est maintenant 2 exemples, vous en trouverez d'autres dans la documentation. C'est 2 exemples où nous demandons à ce que les passagers ou les Européens, mais luxembourgeois, mais aussi européens, est-ce que c'est là ce qu'ils attendent des institutions européennes quand on parle de sécurité aérienne? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'assumer que quand vous partez en vacances, vous avez votre droit le plus basique, c'est de savoir que votre vol va être fait en toute sécurité. Et malheureusement, avec la nouvelle propose de réglementation, nous devons malheureusement nous dire que la sécurité aérienne va certainement être nivelée vers le bas. Aux États-Unis, il y avait un accident de Colgan Air il y a 2 ans. 50 personnes ont péri et l'avion s'est écrasé à 5 km de la piste. Donc, une des conclusions du rapport d'enquête, c'est que les pilotes, pilots performance was likely impaired because of fatigue. Donc, c'était clairement pour les responsables américains, la fatigue était un facteur contributif. Et d'ailleurs, aux États-Unis, après cet accident, on a remodelé toute la législation de temps de vol et de temps de repos des équipages. Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, on a, à cause de cet accident-là, une réglementation qui tient compte des facteurs scientifiques, qui, je crois, est de loin en avance sur notre réglementation ou notre projet de réglementation en Europe. Et donc nous nous demandons, est-ce que nous devons vraiment avoir un accident en Europe avant de commencer à nous poser les bonnes questions. Maintenant, comment est-ce que va continuer? On va juste vite passer. Maintenant, EASA a sorti leur opinion. Elle devrait être approuvée par les États membres. Ce sera pour Luxembourg, ça va être au Conseil des ministres du Transport, la Commission européenne et aussi le Parlement européen. Donc c'est juste plus ou moins une timeline. Donc ça a été publié le 1er octobre. Il y a un projet de comitologie un processus de comitologie qui va débuter en fin novembre, ce qui est un processus, pour vous dire honnêtement, je n'ai pas totalement compris, mais c'est un processus très intransparent où il y aura qui se passera certainement derrière des portes closes, où il y aura la commission qui débattra avec les ministres, et il y aura encore beaucoup de possibilités de lobbying aussi pour toutes sortes d'intéressés de s'immiscer, si je peux dire comme ça.
Donc ça passera encore par des dépassements légaux. Bien, weiter. Donc fin janvier, normalement, si je trouve weiter, il y aura des discussions encore, et c'est là où nous demanderons, c'est en vue de ce projet-là, fin novembre, nous demanderons au ministre des Transports de pousser pour une amélioration du texte et de pousser pour l'inclusion des données scientifiques dans ce texte. Nous sommes très actifs, nous avons constaté aussi avec le LCGV, nous avons certainement, vous vous rappelez, durant l'été, nous avons distribué des tracts à l'aéroport, ce qui a été fait dans tous les aéroports européens majeurs. Et nous allons pousser, ou essayer de pousser les responsables politiques de montrer, de prendre leurs responsabilités. Et puis, fin janvier, ça va jusqu'à fin avril, ça va aller au Parlement européen. Et là aussi, nous allons essayer d'intercéder auprès des responsables et de nos parlementaires européens. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que le ministre des Transports et ses représentants prennent leurs responsabilités et poussent la Commission européenne et EASA d'amender la proposition actuelle et d'y inclure toutes les données scientifiques qu'en ce moment nous avons. Et comme je dis, nous ne voulons pas nous lancer dans un débat social, et c'est pour ça que nous allons continuer à dire que nous serons prêts à accepter toute réglementation européenne qui tiendra compte des données scientifiques. Et nous allons mobiliser encore les passagers et l'opinion publique dans les prochains mois, et nous sommes en train de coordonner des actions coordonnées à travers l'Europe pour début de l'année prochaine. Je ne pourrais pas vous dire quelles elles sont, mais je peux vous dire que d'un point de vue unanime, les pilotes européens voient ce projet de loi comme le défi majeur des prochaines années. Et si ce projet de loi passe de la façon dont il va influencer et il va influer gravement sur, bien sûr, les conditions dans lesquelles nous